Bonsoir à tous, vous écoutez De Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Et aujourd'hui pour cet épisode, nous retrouvons tout d'abord Nicolas, mais aussi Tiffany. Comment est-ce que vous allez tous les deux ? Parfaitement. Super, très bien. Super, très bien, c'est vrai. Parfait. Écoutez, si vous allez très bien, moi aussi je vais très bien parce que je vous ai préparé une petite chronique, mais on y reviendra tout à l'heure parce que tradition oblige, quand on n'est que 3, je suis obligé de travailler et je suis obligé de faire des chroniques. Mais en attendant, je vous propose d'écouter Tiffany qui a quelque chose de particulier à nous raconter puisqu'aujourd'hui tu nous parles de jeux vidéo pour la première fois. Voilà, exactement. Aujourd'hui je voudrais vous parler de jeux vidéo et plus particulièrement d'un événement de son histoire mais aussi de son économie. Donc pour cela, je pense qu'il est important de revenir sur les grandes phases de ce dernier. Et donc, je vais vous conter la brève, mais néanmoins particulière histoire du jeu vidéo ludique, de son apparition, de ses formats et des acteurs qui ont permis au jeu vidéo d'exister. Donc c'est une chronique sur le jeu vidéo tout court en fait, c'est ça ? C'est sur un événement particulier du jeu vidéo, mais pour le comprendre, cet événement, il faut avoir une petite vision d'ensemble de l'histoire. Ça marche. Voilà. Ça a l'air intéressant. Ok, tu m'as hypé, je suis tout oui. Yes. Alors, déjà, dans quel but je m'apprête à vous parler de tout ça ? Eh bien, parce que si aujourd'hui tout le monde, ou presque, joue ou a joué au moins une fois dans sa vie, et que le jeu vidéo s'est imposé comme un divertissement extrêmement populaire, il n'y a pas si longtemps, il a tout bonnement failli disparaître. Et oui, si aujourd'hui je vous parlais de l'histoire du video game, ça, en général, c'est surtout pour vous parler d'un événement particulier qui se résume à cette question. Comment Pac-Man a-t-il failli faire couler l'industrie du jeu vidéo ? What ? Sérieux ? Alors, notre histoire commence dans les années 60. Un cher monsieur qui s'appelait Willy... Higginbotham, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc on va l'appeler Willy. Willy qui est un physicien au Brookhaven National Laboratory, le centre de recherche nucléaire gouvernemental. Il crée le premier jeu vidéo de l'histoire sur un ordinateur analogique. C'est un jeu de tennis pour deux, savamment nommé Tennis for Two. L'ordinateur utilisé servait à la base au calcul des trajectoires de missiles nucléaires. Ambiance. Il ne déposera lui par contre aucun brevet pour sa console de jeu, car il n'y croyait pas, c'était pour Willy un simple passe-temps pendant les pauses café. Cependant, en 1966, Ralph Baer va inventer ce que l'on considère comme l'idée même du jeu vidéo. Il crée les premiers jeux jouables sur une télé, un jeu de tennis et un jeu de voiture. Il crée un prototype dans le but d'amuser et d'être vendu dans le monde entier, contrairement à notre cher Willy. Ralph dépose un brevet pour sa première console sur télévision en 1968. Aujourd'hui, il est considéré comme le père fondateur du jeu vidéo. Un ingénieur en électronique, Nolan Bushnell, conçoit une machine qu'il appelle le Computer Space, qui sera plus communément appelée par la suite borne d'arcade. Il travaille un look futuriste pour l'époque, un boîtier très design et avant-gardiste, et c'est donc en 1971 que la première borne est commercialisée à grande échelle. Seulement une année après, en 1972, notre bon vieux Ralph, qui était déjà sur le dossier 5 ans auparavant, réussit à sortir sa console de salon, la toute première que l'on nomme... Est-ce que vous avez une idée ? La toute première console de salon ? Le nom ? La console de salon. La toute première. C'est pas 1972. Amiga ou un truc comme ça ? Non. Moi j'y connais vraiment que dalle, je suis désolé. Elle s'appelle l'Odyssée. Voilà. Wow, ok. Oh, Ouais. d'accord. Que j'ai toujours envie de prononcer l'Odyssée. Voilà, trop de morsages. Elle est donc commercialisée en 1972 par Magnavox. Donc Magnavox, ce sont des fabricants de télévision et consoles américains. Le public a cependant du mal à comprendre le concept. La console est considérée comme une extension de la télé et non comme un appareil de jeu, pour cause c'est une marque de télévision qui vend la console. Donc beaucoup de gens pensent que la console ne marche qu'avec les téléviseurs Magnavox et cela va bloquer quelque peu les ventes. Oui, d'accord. Pensez à vos parents qui se sont connectés sur leur boîte mail une fois avec un ordinateur précis et qui ne comprennent pas qu'ils puissent se connecter ailleurs. En effet, le concept d'Internet doit être aussi fou pour eux que le concept d'une console qui se branche indépendamment de la télé pour leurs parents.
Voilà. De plus, le fait même de jouer sur une télévision et non pas sur une arcade est complètement révolutionnaire et le public n'est pas encore totalement prêt. Il faut bien imaginer que la borne d'arcade, elle est arrivée seulement 1 an avant. On C'est avance, récent. on avance encore dans le temps pour arriver à l'année 1976. Cette année-là, Atari va conquérir les foyers et surtout les téléviseurs avec sa première console Home Pong. Avec cette console, on peut jouer à 6 jeux, 6 variantes du désormais très célèbre Pong. Pong. C'est un Ping succès pong. immédiat, mais l'intérêt est limité. Et oui, en effet, Pong, c'est une reprise du tennis de table. Alors, combien même on en a 6 variantes, l'éclate ne sera pas éternelle, hein, effectivement. Les créateurs de l'Atari, dont notre bon vieux Ralph fait évidemment partie, prennent conscience de l'essoufflement du marché et envisagent une nouvelle console avec des jeux interchangeables. Et c'est en 1977 que sort l'Atari 2600 avec son système de cartouches. Elle va dominer le marché du jeu vidéo avec plus de 30 millions d'unités écoulées. C'est assez fou de se dire qu'en dans les années 1970, le principe qu'on utilise encore aujourd'hui, celui de CD ou d'achat, comme on disait tout à l'heure, de jeux en ligne, vient de cette console qui a une trentaine d'années, quoi. Je trouve ça assez dingue. Donc merci Ralph, tu es très bon. Plus de 900 jeux seront produits pour l'Atari 2600, mais beaucoup d'entre eux sont d'une qualité très très médiocre. Le problème étant qu'Atari n'a pas de contrôle sur les cartouches sorties. Mais le premier blockbuster du jeu vidéo, il est sur arcade, avec la sortie de Space Invaders. Le monde du jeu connaît son premier énorme succès au Japon et dans le monde entier. C'est aussi le premier jeu d'arcade qui sauvegarde le meilleur score. Pour l'anecdote, le Japon s'est retrouvé en pénurie de petites monnaies à cause de ce jeu d'arcade. C'est fou. C'est dingue. Mythe ou réalité, je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça assez génial. C'est clair. Dans le même temps, en 1979, les jeux de l'Atari continuent d'être globalement de pire en pire, et les éditeurs qu'on appelle aujourd'hui plutôt développeurs, sont mal payés par Atari, et leurs noms n'apparaissent même plus dans les jeux. Les anciens programmateurs d'Atari décident alors de créer la société Activision, qui devient ainsi le premier éditeur tierce de jeux vidéo dans le monde. Aujourd'hui, on a ce procédé d'ailleurs qui est le procédé le plus répandu, Ubisoft, par exemple, qui fait ses jeux de son côté et qui va après faire des partenariats ou pas avec certaines consoles, quoi. Donc on a gardé ça aussi. Et en fait, à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo, donc là on est en 79, on arrive à notre grande question: comment Pac-Man, entre autres, a-t-il failli causer la mort du jeu vidéo ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de Pac-Man. Et quoi de mieux pour résumer un jeu, une œuvre ou toute autre création de ce monde que de lire directement ce qui est écrit sur Wikipédia. Le site nous présente Pac-Man comme cela. Pac-Man, à l'origine Puck-Man, est un jeu vidéo créé par Toru Iwatani pour l'entreprise japonaise Namco, sorti au Japon le 22 mai 1980. Le jeu consiste à déplacer Pac-Man, un personnage qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire ou à un camembert, à l'intérieur d'un labyrinthe afin de lui faire manger toutes les Pac-Gommes qui s'y trouvent en évitant d'être touché par des fantômes. Lorsque Pac-Man est sorti, les jeux vidéo d'arcade les plus populaires étaient les jeux de tir, en particulier les Space Invaders comme on a parlé tout à l'heure, ou Astéroïdes, et la minorité la plus visible cependant, c'était les jeux de sport, qui étaient pour la plupart des dérivés de Pong. Pac-Man leur a succédé en créant un nouveau genre, et il est souvent crédité en tant que point de repère dans l'histoire du jeu vidéo, et est parmi les plus célèbres jeux d'arcade de tous les temps. Il est également l'un des jeux avec les plus grosses recettes de tous les temps, ayant généré plus de 2,5 milliards de dollars au cours des trimestres des années 1990. Est-ce que vous avez déjà joué à Pac-Man ? Est-ce que vous vous figurez un peu ? Oui, Ouais. j'ai déjà joué à Pac-Man, notamment parce que en retapant Pac-Man là un instant sur Google, je me suis rappelé que tu peux directement jouer à Pac-Man depuis Google. Oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Oui, en fait là vous tapez Pac-Man et là vous avez le jeu, vous cliquez sur jouer et vous jouez à Pac-Man. Alors, et en fait je me suis rappelé avoir fait ça à la fac de nombreuses fois pendant des cours. J'y ai jamais joué. Mais du coup, merci Marc pour cette Mais de cette rien. astuce. c'est moi ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que c'est donc un jeu qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et quand tu tapes juste Pac-Man sur Google, tu peux le télécharger et y jouer.
Il faut que tu tapes Pac-Man Wikipédia pour avoir une page explicative de ce que c'est. C'est dire encore à quel point le jeu vit, quoi. Tu vois, genre, c'est pas une espèce de truc oublié. C'est assez fou. Apparemment, ils avaient fait une étude à peu près à cette époque-là, là, dans les années 80-90. Ils avaient demandé sur je ne sais quel pourcentage d'Américains, cependant, s'ils connaissaient Pac-Man. Il y avait 94% des Américains qui connaissaient. Donc, c'est l'une des plus grosses figures populaires, en fait, de notre époque, quoi, de notre époque contemporaine. Donc, c'est assez fou. Donc, c'est vrai qu'un jeu comme ça, c'est assez étonnant. En plus, sachant qu'il a rapporté beaucoup d'argent à sa sortie sur l'Atari 2600, parce qu'on parle quand même de 7 millions de cartouches vendues à $37 le jeu. Ils ont gagné énormément d'argent. Cependant, cette grande licence qui a connu donc, de nombreuses suites et de nombreuses clones et qui est encore aujourd'hui existante, s'est révélée être un désastre à sa sortie sur l'Atari 2600. En effet, Pac-Man sur l'Atari 2600 est de très mauvaise qualité. Par exemple, les fantômes clignotent sur la console. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas aussi puissante en tout cas que les bornes d'arcade. Et en fait, le jeu globalement est très laid. Voilà. Et en plus de ça, Atari, ils se sont dit on va commander 12 millions de cartouches. Ils en ont vendu 7 millions, ce qui est déjà bien, mais il en reste 5 millions d'invendus. Et l'air de rien, c'est énorme. Bah ouais, carrément. Et sur le court terme, du coup, Pac-Man, il a quand même rapporté beaucoup d'argent. Mais à long terme, l'Atari a perdu énormément. Un jeu aussi mauvais est un grand coup dans la réputation de la console, en plus des licences de mauvaise qualité qui sortaient en général sur l'Atari 2600. Pour prendre un exemple, moi en tout cas qui me parle aujourd'hui, un jeu qui est sorti il y a quelques mois, The Last of Us 2, je sais pas, on l'attend comme des fous et il sort, l'herbe et l'eau, c'est des espèces de carrés bleus luminescents, les dialogues ils sont même pas finis, la jouabilité dure 2 heures, Joël et Ellie, ils ont le même visage parce qu'on ne peut même pas les reconnaître. Enfin, ça serait abominable et tout ça à 70 € le jeu, voilà, ça fait mal au cul, si vous me permettez l'expression. Donc, il faut imaginer qu'eux devaient se trouver dans la même situation d'attente que nous pour un jeu comme ça, les utilisateurs de consoles. Donc, c'était vraiment horrible, horrible, horrible pour la réputation donc, de l'Atari. Et donc, pour revenir à notre grande histoire globale du jeu vidéo, eh bien, entre 1982 et 1985, on a cru largement aux États-Unis que le jeu vidéo était mort. Et si je vous ai parlé de Pac-Man, c'est qu'on associe souvent ce que l'on appelle le crash du jeu vidéo, mais qui est en réalité plutôt une crise du jeu vidéo, à 2 sorties très attendues, donc l'adaptation de Pac-Man et l'adaptation de E.T. Ces 2 jeux sont développés à la va-vite et se révèlent injouables, ce qui va amener les joueurs à délaisser le jeu vidéo. Entre 1983 et 1986, on n'entend plus parler de jeux vidéo aux États-Unis. Plus personne ne s'intéresse aux consoles Atari car s'ajoute à la déception des jeux la naissance des micro-ordinateurs pour le grand public. En plus du fait que les jeux sont créés à la chaîne pour gagner de l'argent rapidement, il faut bien comprendre qu'à cette époque, le jeu vidéo est considéré pour des jeunes entrepreneurs comme l'Eldorado. Des centaines d'entreprises se lancent dans le marché américain. Le problème, c'est que rapidement, l'offre dépasse la demande et les petites entreprises doivent rembourser les jeux non vendus ou en donner d'autres pour remplacer une licence qui n'a pas connu de succès. Souvent, ils n'ont ni les capacités de remboursement des jeux, ni de remplacement. Et les entreprises se voient donc noyées sous les dettes et mettent les clés à la porte. Donc je vous laisse imaginer 5 millions de Pac-Man qui est resté à Atari, ce que ça devait représenter financièrement en remboursement. Enfin, ça devait être une somme énorme. C'est fou. Alors évidemment, ce n'est pas la faute de notre bon vieux Pac-Man, mais encore et toujours de ce bon vieux système capitaliste américain qui s'est vu brûler les ailes à trop vouloir saigner une licence. Évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire du jeu vidéal. En 1985, alors que le marché des jeux vidéo s'est effondré littéralement aux États-Unis, l'informatique personnelle fait ses premiers pas. Atari ne dit pas son dernier mot et va décider de créer l'Atari 520 ST, une machine mi-ordinateur, mi-console, vendue 10 000 francs. À l'époque, le premier Macintosh coûte 23 000 francs, donc cette console est relativement accessible. Et 2 ans plus tard arrive l'Amiga 500 de Commodore pour 4 000 francs. Les créateurs, les éditeurs, les développeurs vont alors s'emparer de ces 2 micro-ordinateurs pour un nouveau type de jeu basé sur le clavier et surtout la souris. C'est donc ici la naissance du jeu vidéo sur l'ordinateur. C'est aussi la même année de la sortie de SimCity et de jeux cultes comme Donjons et Dragons. On commence alors une bataille de jeux à la meilleure qualité graphique et sonore
Depuis, c'est aussi le début des jeux qui comptent une histoire avec les désormais très banales cinématiques. Un an après, un nouveau constructeur inconnu arrive sur un marché en crise et il s'appelle Nintendo. Alors, Nintendo, il existe depuis 1889, mais à la base, c'est un fabricant de cartes à jouer japonaise. Il crée sa console Famicom, ce qui est la contradiction de Family Computer, qui se vend super bien au Japon. C'est dire, un foyer sur 3 est équipé de la Famicom au Japon. Donc, après l'échec de discussion avec Atari, pour venir aux États-Unis, le japonais décide de se lancer seul aux États-Unis. Il fait la NES, le nom américain de la Famicom, qui est lancée en 1986. Et c'est assez marrant parce que Nintendo va ruser pour assurer les revendeurs américains en présentant sa console comme un système de divertissement ressemblant à un magnétoscope. Je m'explique. En fait, elle est vendue avec un pistolet, ainsi qu'avec un petit robot télécommandé qui s'appelle Rob et Super Mario Bros. Et ces objets, en fait, sont plus une volonté marketing pour donner l'impression aux gens qui n'achètent pas des jeux vidéo, qui ne marchent plus du tout. Faut surtout plus dire le mot jeu vidéo parce que tu vendras rien, mais plutôt des jeux de société ludiques et pour les enfants sur des écrans de télé. Ce qui, en réfléchissant bien, est un peu la définition du jeu vidéo. Alors, évidemment, toujours est-il que l'histoire ne s'arrête pas là et le jeu va évoluer jusqu'à finir sur des consoles de plus en plus performantes, sur nos tablettes ou nos ordinateurs. La course au graphisme et aux histoires continue de prospérer avec des éditeurs comme Naughty Dog, Ubisoft, etc. Cependant, on a parfois l'impression d'un retour en arrière sur la qualité des jeux car on souhaite souvent ces suites qui n'apportent plus grand-chose et qui sont moins belles que les épisodes précédents. Mais merci quand même à Life is Strange, Detroit, Burnout, GTA, Zelda ou encore Uncharted pour me faire rire, pleurer et surtout voyager. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Tiffany du coup pour cette petite chronique sur le crash des jeux vidéo du coup. C'est vachement intéressant parce que je savais pas qu'il y avait un faux départ, une sorte de faux départ comme ça du jeu vidéo. Bah c'est assez peu connu alors qu'en fait c'est quand même un truc assez fou aux États-Unis. Enfin, tu voyais genre des espèces d'énormes entrepôts, tu vois, brûler les Atari et tout. Enfin, ça a vraiment été un truc financier c'est dingue. Énorme, quoi. Ouais, c'est assez fou, quoi. Et on a tendance à l'oublier, mais ce qui est assez bien, ce que je trouve, c'est qu'elle nous a du coup appris à la qualité des jeux. Et je pense que si aujourd'hui on a des jeux comme The Last of Us que je parlais tout à l'heure, c'est que justement les mecs ils se sont dit ça sert à rien de faire 1000 jeux à l'année. On en fait un sur 2-3 ans, mais on bosse à fond dessus. Ça, c'est aussi grâce à l'arrivée des ordinateurs. Mais du coup, on a su apprendre un petit peu quand même de nos erreurs. Bon, même si tu as des trucs comme Assassin's Creed, ils en sortent un par an. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ubisoft, c'est toujours pareil. Il y en a un tous les ans. Oui, voilà, c'est ça. Eux, pour le coup, bon, ils ont pas... ça s'essouffle, d'ailleurs. Tu le vois, ça marche plus au bout d'un moment. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Bon, là, il y a le truc à marcher parce que c'était sur le truc jusqu'à ce que ça marche plus et après ils changeront, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Mais à l'inverse de Cyberpunk 2077 qui, si je ne m'abuse, est attendu depuis 2012, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ça fait 8 ans. De malade, hein. 8 ans qu'il est attendu, c'est un truc de malade. Ouais. Non, mais maintenant, t'as des jeux qui sont là depuis Enfin, t'attends depuis 3, 4, 5 ans. Le dernier Final Fantasy, le dernier, sur console, là, le 15, je crois, 10 ans. Ouais, oui, il a été attendu aussi, lui. 10 ans, bon, qui était pas ouf. 10 ans, je sais pas s'ils ont branlé, mais c'était quand même... Je crois qu'il y a eu des gros déboires dessus, il me semble. Ouais. Ce qui est dommage, parce qu'il a tout pour être absolument génial. Moi, j'ai joué, je l'aime bien quand même, mais bon, je trouve que pour 10 ans, t'es un peu... Voilà. Mais après aussi, t'as le changement de console. Tu vois, les consoles, à la base, elles avaient une durée de vie un peu plus longue. Là, t'arrives... Bon, ça recommence un peu à s'allonger quand même, mais bon, t'as ta console, la PlayStation 1, la 2, la 3, elles se sont enchaînées, tu vois. Si tu prépares ton jeu à ce moment-là, je sais pas si ça s'allonge. J'ai l'impression que la Xbox One et la PS4 c'était hier. Mais ça fait un moment. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, mais au final, ça fait. Parce que moi, je me rappelle, parce que moi, je l'ai acheté il y a 5 ans. Et je me rappelle déjà à l'époque, on me disait mais ça sert à rien que tu l'achètes. La PS5 elle va sortir l'hiver prochain. Ouais, donc elle sort que 5 ans après, tu vois. Donc je pense qu'elle a bien duré 7-8 ans la Play 4. Ouais. C'est une belle carrière au final. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, carrément. C'est clair. Ouais, carrément. Et du coup, merci Tiffany encore une fois pour ton intervention. Pas de souci. Mais pas de souci, effectivement. Moi, j'ai une intervention à faire également, du coup, comme je vous l'ai dit au tout début. Je vais continuer mon petit topo sur les différentes créatures qui peuplent notre imaginaire. Ah, cool. Et oui. Et après avoir parlé des gnomes, il me semble que tu étais là, Tiffany, si je me souviens bien.
Ouais, j'étais là. ou des trolls avec toi, Nico. Ouais. On va s'attaquer à un morceau un peu plus gros. Je vais pas vous dévoiler tout de suite qui c'est. Avant, vous allez vous diriger vers le Discord et il y a un extrait où il y a marqué extrait marque. Ouais. Et vous allez cliquer dessus quand je vous le dirai. Vous êtes prêts ? Yes. C'est parti. Est-ce que maintenant on peut faire des chansons traditionnelles naines ? Ouais. On va parler des nains. On va parler des nains. Alors, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Parce qu'en fait, ils ont que 2 occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Ouais. Mais on avait tort. En fait, nous, on est partis dans les mines en groupe et on a interrogé un nain, gentiment, hein. Et il nous a délivré une de leurs vieilles chansons qui s'appelle « Mon ancêtre Gurdil ». Pour toi, Nico, qui a réussi à entendre l'extrait, tu as peut-être reconnu ce que c'était ? Oui, bah c'est ton genre de Nullbuck, je sais plus comment il C'est s'appelle. Nullbuck, c'est ça, c'est le Null Band, et c'est un extrait du live de Mon ancêtre Gurdil, où comme ils le disent bien, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas, parce qu'ils ont que 2 occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Mais on avait tort. Et effectivement, c'est vrai, on avait tort. Moi, je suis là pour vous parler des nains. Qu'est-ce que c'est un nain ? Commençons peut-être par le commencement. D'où vient le mot nain ? Eh bien, sachez que l'origine du mot nain est sujette à beaucoup de controverses. En français moderne, comme dans de nombreuses autres langues, un même terme peut parfois désigner une personne réellement atteinte de nanisme. Bah oui, un nain, c'est une personne de petite taille, hein, comme Peter Dinklage par exemple, hein, pour ceux qui connaissent et qui ont regardé Game of Thrones. Ce qui peut entraîner parfois des problèmes de compréhension. Forcément, si on attribue un terme qui existe pour des personnes qui existent réellement à des créatures fantastiques, il peut y avoir un souci. Mais il y a quand même un lien entre les deux. En fait, c'est chez les peuplades latines que le terme nain viendrait de nanus, lui-même forgé à partir du grec nanos, les fameuses nanoparticules ou ce genre de choses, hein, par exemple. Ça signifie tout simplement petit. L'idée qu'il s'agisse d'un être de petite taille est donc présente dès le départ dans l'étymologie latine. L'une des premières attestations du mot en français écrit est cependant plus tardive. Elle figure dans Érec et Énide par Chrétien de Troyes vers 1160, texte dans lequel il désigne une créature surnaturelle par le terme de nain, tout simplement. Donc c'est la première fois que le mot nain est désigné pour une créature du folklore. Dans l'espace anglo-saxon, germain, tout ça, on ne sait pas vraiment d'où vient le mot, mais il semblerait qu'il y ait une origine commune, parce que quand on regarde les différentes langues, en vieux norrois, un nain ça se dit dverg, en vieil anglais ça se dit dvorg, en anglais ça se dit dwarf, en vieux allemand ça se dit zwerg, et en allemand ça se dit zwerg. Voilà. Alors je prononce probablement super mal, je suis vraiment désolé pour ça. Mais du coup, il semblerait qu'il y ait quand même une étymologie commune. Selon l'historien Claude Lecouteau et le linguiste Régis Boyer, l'étymologie germanique du nain est à rapprocher du vieux norrois dverg, du coup, qui signifie tordu. Tordu au sens propre comme au figuré, le corps étant en fait le reflet de l'âme. Le nain serait ainsi petit, mais il serait aussi nuisible, ce qui correspond bien à sa figure dans le folklore germanique, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'une des théories les plus approuvées dans le milieu scientifique. Le problème étant que le terme de nain est en fait en fonction des ouvrages attribué à peu près toutes les sauces. Ça tombe bien parce que on a déjà parlé des gnomes, des gobelins, des trolls et autres kobolds. Et bien sachez qu'ils sont également désignés comme étant des nains dans les mythologies germaniques, mais aussi parfois dans les mondes méditerranéens. Même chez les Scandinaves, Snorri Sturluson, l'un des auteurs scandinaves médiévaux les plus connus, va confondre les elfes noirs avec les nains. Les elfes noirs, c'est les elfes noirs. On y reviendra quand je ferai enfin ma chronique sur les elfes, mais elle va être un petit peu compliquée celle-là. En gros, comme les deux nains et elfes noirs ont une fonction de gardien des mondes souterrains et des trésors, parfois en fait les deux ils sont confondus, tout simplement. Donc c'est le bordel. Voilà, il faut juste retenir un petit peu ça. Là on a déjà fait le tour de l'étymologie et c'est déjà n'importe quoi, donc on va essayer quand même de voir un petit peu ce que c'est que tout ça. Des nains, est-ce qu'on en retrouve vraiment que en Europe ? Eh ben, pas forcément. En fait, les nains, on peut les retrouver dans de nombreuses régions du monde. Et ils ont très souvent, et c'est ça qui est intéressant, des caractéristiques communes, et ce depuis l'Antiquité. Les nains, on peut en trouver en Russie, en Norvège, en Inde, en Chine, au Japon, on le retrouve également parfois en Afrique, en Amérique, et la plupart du temps, ils sont liés à la naissance, à la mort, à la fertilité, et surtout, au travail des métaux.
En fait, le nain mythologique a toujours une influence sur la perception sociale des personnes réelles atteintes de nanisme. L'analyse détaillée révélant une étroite relation avec les peurs humaines, notamment celles des humains différents, en fait, tout simplement. Donc le lien, il est malheureusement pas hyper sympa à la base. C'est parce que on a peur des vrais nains et donc du coup on invente des nains folkloriques, tout simplement. Voilà, donc on part sur une bonne ambiance aussi. Désolé. Les Amérindiens partagent la croyance aux nains avant leur évangélisation. Pour les Amérindiens, apparemment, la nature et le petit peuple seraient vus comme un présent de la création. Ils reflètent leur point de vue sur la nature essentiellement neutre, mais punissant sévèrement toute forme d'irrespect. Apparemment, les Abénaquis, tu pourras peut-être me confirmer, Nico, c'est toi qui es le spécialiste de la cosmogonie amérindienne, ont un mythe selon lequel le nain Couloscap aurait créé le premier homme et la première femme. Je suis pas assez expert pour confirmer. On retrouve les nains aussi dans la mythologie égyptienne. Il existe 2 dieux dont les difformités rappellent le nanisme, Bès et Ptat-Patek, liés respectivement à la fécondité des femmes, mais aussi à l'artisanat. Chez les Grecs et les Romains, on a Héphaïstos et Vulcain, qui sont souvent représentés comme un être plutôt petit et difforme, et qui, comme par hasard, possède des liens avec la forge, mais il est aussi marié à la déesse Aphrodite. Voilà. Donc le nain, il est quand même vachement lié à la forge, mais il est aussi lié pas mal à la sexualité, on y reviendra aussi tout à l'heure à ce niveau-là. Du coup, tu veux dire que Vulcain, c'est un nain ? Bah, Vulcain, il est un peu bossu, en tout cas la difformité de la bosse partirait là-dedans. Okay. Et quand on regarde les représentations, c'est vrai qu'il est souvent un peu... il est censé être laid, quoi. Il représente la laideur de quelque chose, mais pourtant il est marié à la plus belle des déesses, quoi. Bon, le nain, il a quand même surtout des origines germaniques, hein. Là, les origines égyptiennes ou romaines, effectivement, elles sont sujettes un peu à controverse, parce qu'effectivement, Héphaïstos, il n'est pas forcément atteint de nanisme, il est juste bossu et moche, hein, tout simplement. Eh oui, bah oui. Donc, on va repartir un petit peu dans ce folklore-là. En fait, dans le folklore germanique, le nain, il fait partie avec les fées et les géants des 3 grands types de personnages surnaturels qui sont présents au Moyen-Âge. La plupart des chercheurs pensent que les géants et les nains mythologiques ont une lointaine origine commune et voient dans le nain une dégénérescence du géant. Pierre Dubois, le fameux zelphicologue dont je vous parle à chaque chronique sur le folklore, s'appuie sur un texte poétique et suppose que cette diminution de taille du géant est une conséquence de la prédominance de l'homme sur son environnement. Je vais le citer maintenant. Le nain a délibérément choisi de se tordre, de rapetisser jusqu'à disparaître afin de tromper le nouveau venu, l'homme. En clair, il est possible que symboliquement, les géants soient devenus des nains pour échapper aux persécutions des humains. Donc en gros, si les nains sont des nains, c'est parce que c'est des humains qui sont pas sympas avec les autres personnes. Dans de nombreux récits de croyances, entre autres la Geste des Danois qui a été écrit au début XIIIe par des moines anglo-saxons, les géants seraient les habitants primordiaux, les ennemis des dieux et ceux qui façonnent la terre. Les nains arrivent après eux et les hommes en dernier. Les humains seraient en fait une sorte de croisement entre géants et nains. Là, je vais vous relire un autre extrait de la grande encyclopédie des lutins de Pierre Dubois. Le nain serait donc un ancien géant, rival des dieux, malgré sa petitesse, il en a gardé toute la puissance, force et pouvoir surnaturel. On y reviendra aussi tout à l'heure. Claude Lecouteux, un médiéviste, suppose que les nains étaient originellement des esprits liés à la terre, lesquels ont revêtu une forme humanoïde dans la mythologie nordique. Cette hypothèse est invoquée concernant le lien fréquent entre les nains et la montagne. Un comportement ritualisé, forme de respect envers ce biotope, est révélé chez plusieurs sociétés. Le nain est considéré comme le gardien des secrets de la montagne et l'initiateur des humains. Les hommes doivent acquérir ces connaissances afin d'échapper à la violence de l'écosystème montagnard. Par exemple, un conte suisse parle d'un chasseur gravissant un sommet pour rencontrer un nain vénérable qui se sent trop à l'étroit dans ses bottes. Un lac se vide peu après, recouvrant la forêt et les alpages. Le nain a élargi ses bottes. Toujours en Suisse, près du lac de Thorn, un conte populaire parle d'un nain qui demande asile. Seuls les plus pauvres paysans d'un village lui ouvrent leurs portes et partagent leur repas avec lui. Le lendemain, il déclenche une avalanche qui détruit tout le village, sauf la hutte des paysans qui l'ont recueilli. Après quoi, il grandit, se change en géant et se dissipe dans l'air. Donc là, dans ces exemples de contes, on a vraiment tout, c'est-à-dire que le nain, c'est clairement un esprit de la montagne, si tu le respectes pas, il va te péter la gueule, tout simplement. Voilà. Pour ça, je vous renvoie aussi à la chronique des effondrements de Jules, pour montrer que la montagne, parfois, c'est pas génial. J'y pensais exactement, voilà, tout simplement. Là, ça m'y a fait penser en le lisant, tout simplement. Oui, parce que je l'ai écrit il y a une semaine et je l'ai pas du tout relu, donc là, je redécouvre ce que j'ai écrit la semaine dernière. Je suis désolé du coup. Un grand nombre de récits mythologiques et religieux sont relatifs à l'origine des nains. Le plus ancien texte est une série de poèmes qui auraient été écrits aux alentours de l'an 1000, que l'on appelle la Vulupsa.
alors je prononce probablement encore très très mal, hein. Cet ouvrage, il évoque 2 nains primordiaux, Motsognir et Durin, qui façonnent tous les autres nains avec de la terre. D'ailleurs, cette version aurait probablement inspiré Tolkien pour créer ses propres nains. Une autre version qui a été écrite par Snorri Sturluson dans son Gylfaginning, décrit la chose suivante: le géant primordial Ymir est tué puis démembré par Odin. Le monde étant créé à partir de son corps, les nains seraient en réalité des vers trouvés dans le cadavre du géant, auxquels des dieux donnent forme humaine et intelligence, mais qui, du fait de leur origine, continuent à vivre sous terre et dans les pierres. Ils seraient ainsi les premiers à assister à la création du monde, faisant d'eux les témoins de secrets fondamentaux sur la matière, d'où peut-être leur lien avec le feu de la forge et le fer extrait des entrailles de la terre. Je trouve que c'est la théorie la plus classe dans ce que je viens de lire. Ça fait un peu moins Adam et Ève que voilà, les premiers nains qui se construisent, tout ça. Elle est absolument pas prouvable. Et beaucoup d'historiens pensent en fait que Snorri Sturluson, il a juste inventé tout ça. On peut le comprendre qu'il a inventé ça parce que c'est stylé. Voilà. C'est clair, c'est tout à son honneur. Hein, c'est tout à son honneur. Bien joué Snorri, franchement, c'était classe. C'est bien tenté. Bon voilà, ça y est, on a l'origine étymologique du nain, on a l'origine ethnique du nain, mais bon, ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est qu'un nain. Est-ce qu'ils passent vraiment juste leur temps à boire et à creuser? On va y venir. Les nains sont d'apparence humaine, mais habitant d'un monde souterrain, grottes, forges, mines. Ils sont immensément riches grâce à leur connaissance du sous-sol. Bien souvent, ils remettent aux personnes qui les ont aidés un objet apparemment sans valeur qui se transforme plus tard en or. Mais leurs dons disparaissent si la source en est révélée. À partir du XVe siècle, les récits font état de nains dans des mines nommés moines de la mine. Ils sont ambivalents, prévenant les mineurs de danger ou au contraire provoquant sur eux des catastrophes. Un récit de 1679 est attaché à la famille de Ranzo, dont la grand-mère aurait aidé une femme à accoucher dans une montagne creuse après avoir suivi un nain, lequel lui a ensuite remis un morceau d'or à partager entre ses 4 enfants. Plutôt sympa. Ils exercent en fait leur pouvoir durant la nuit, se pétrifient à la lumière du soleil selon certains textes nordiques, et ne peuvent gagner la surface de la Terre que quelques jours par an, selon d'autres. Ils craignent le son des cloches, leur nature est multiple, quelques fois âmes en peine, d'autres fois ancêtres tutélaires, Ce sont d'excellents guerriers dont la force est grande, ils possèdent généralement des armes enchantées. Par exemple, dans la mythologie nordique, les nains créent Mjolnir, le marteau de Thor, ils créent également le bateau Njord, le sanglier Gullinbursit, Dropnir, l'anneau de Odin, Gleipnir, la laisse de Fenrir, le collier des Brinsgar à partir de matériaux qui n'existent même pas réellement. Cette force s'explique aussi par leur origine partagée avec les géants. En gros, elle leur permet de se venger de toute forme d'incivilité de la part des humains. Ils ont beau être petits, ils ont la force de géants. Il y a même des textes qui disent qu'en fait, les nains ils sont clairement capables de changer de taille s'ils en ont envie. Ils peuvent passer de nains à humains à géants en fait comme ils veulent. Ah ouais, ça va en fait. Ensuite, ça va en fait. C'est des créatures fantastiques, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, très clairement. D'ailleurs, un exemple qui me vient en tête, vous avez vu Infinity War? Non. Ouais. Non, le Marvel, dedans il y a un nain, je sais plus quel nain, qui est joué d'ailleurs par Peter Dinklage et qui en fait est un nain géant. Attends, il y a un nain géant dans Infinity War? Ouais. Ça n'a aucun sens. Exactement, c'est lui qui forge le nouveau marteau de Thor. Et en fait, quand j'avais vu le film, je m'étais dit, bon, ça a aucun sens, c'est clairement une sorte de vanne un peu chelou, on dit que c'est un nain et en fait il est géant. Mais en fait, en lisant ces trucs-là, ça a du sens parce que les nains peuvent être visiblement géants s'ils le souhaitent. Donc, pourquoi pas? Bah ouais, après, tu sais, dans toute la famille. Je suis pas sûr que les scénaristes aient spécialement réfléchi à ça. Je pense que si, tu vois, parce que si tu regardes vraiment les Thor, bon, en prenant le recul nécessaire, évidemment, mais tu vois, tous les persos et quoi, il y a un fond de vérité avec un vrai nom, avec quelque chose qu'ils peuvent vraiment faire, en tout cas, qui était écrit des entre inspirations guillemets. mythologiques. Ouais, voilà. Il y a quand même des inspirations, tu vois, donc je pense que ça n'a pas été fait au pif. Peut-être que ça n'a pas été fait au pif. Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça a été fait au pif, ils retombent plutôt pas mal sur leurs pattes en fait. Donc voilà, ça y est, on a le physique du nain. Effectivement, ils vivent sous terre et ils peuvent souvent creuser. Donc du coup, la définition là qu'on a entendue tout à l'heure de Nullbuck, ils creusent. Bon, est-ce qu'ils boivent tant que ça? On va essayer de dresser du coup un portrait psychologique du nain. Est-ce que le nain picole vraiment tout le temps? En fait, la psyché du nain est très variable et a évolué suivant les époques. Les nains, ils ont été exploités, trompés, méprisés par les dieux nordiques. Les nains de la mythologie germano-scandinave se vengent en se montrant cupides et malicieux tout en agissant que dans leur propre intérêt, de maîtres forgerons et de magiciens pour obtenir des femmes, du pouvoir et de l'or. Ceux des croyances germaniques médiévales sont foncièrement négatifs et n'inspirent que la crainte. Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux hommes, à leur bétail, et il découlerait
directement de l'influence du christianisme, encore une fois. Donc en fait c'est comme d'habitude, maintenant vous avez compris, on a une créature qui est ni bonne ni mauvaise, qui est juste une représentante de la nature, tout simplement. Le christianisme arrive, prend la place, et du coup la créature qui est ni bonne ni mauvaise devient tout simplement juste mauvaise. Voilà. Ça c'est marrant, c'est Disney en fait. Mais... c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, il y a plus de gris, il y a plus que du blanc et du noir, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Alors, les nains, ils apparaissent aussi dans... Pardon. Je t'en prie. Les nains, ils apparaissent aussi dans le cycle arthurien. Et en fait, ils sont certes pas forcément chevaleresques, mais ils ont des instants de bravoure. Dans le Tristan de Thomas d'Angleterre, l'une des créatures naines est responsable de la mort de Caerdine et de l'empoisonnement mortel de Tristan. Ils sont certes belliqueux, misogynes, peu courtois. Le seul moyen de les discipliner est de les vaincre en combat singulier. Si vous y arrivez, le nain se révèle alors un loyal allié, exécutant sans discuter tous les ordres de son maître, dont il copie l'attitude. Il est autant attaché à ce dernier qu'il peut se montrer insolent envers ses adversaires, à condition que son maître soit courageux et jamais ne se rende. Donc en gros, c'est des mecs qui aiment la baston et qui vont respecter les gens qui sont capables de les battre. C'est Gimli un peu. C'est clairement... Là, on commence à s'y rapprocher. D'ailleurs, cycle arthurien, Angleterre, ouais. Tolkien, Gimli. On commence un peu à trouver des traces de tout ça. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être que je rush un peu ce que tu voulais dire. Non, vas-y. Mais dans Tolkien, a priori, il est pas du tout comme ça. Gimli, c'est bien le roux. Le nain roux, là. Gimli, c'est le seul nain que tu vois dans le Seigneur. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, je crois, je sais pas si c'est vrai, mais parce que je les ai pas lus en entier, je suis pas arrivée, mais c'est trop long. Mais dans le Seigneur des Anneaux, apparemment, il est vachement plus classe, quoi. Enfin, plus distingué, tu vois, il est moins bourrin, teubé que dans les films. Et son caractère est un peu forcé, je crois, dans les films. Mais de base, je me souviens moins du Seigneur des Anneaux que Bilbo. Dans Bilbo, les nains, il y a clairement des nains qui sont braves et des nains qui sont... Enfin, ils sont tous braves, mais il y a clairement des nains qui sont classe et des nains qui sont alcooliques. Ouais, parce que t'as genre le chef qui est un aristo, quoi, limite, tu vois, genre dans Bilbo. Oui, mais qui est aussi qui est aussi le taurin, c'est le plus connard de tous chez les 13 nains. Ouais. Alors qu'à l'inverse, Bombur, même s'il sert pas à grand chose, c'est le plus sympathique, alors que c'est lui qui mange tout le temps, quoi. Donc t'as un peu... t'as un peu de tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on a gardé la caricature du nain, le nain un peu rustre. Le nain, il est rustre, il creuse, il boit et il aime pas les autres, quoi, tout simplement. Mais on retrouve un peu ça, hein. Le nain, c'est un mec qui est vraiment très auto-centré, hein, tout simplement. Oui, un peu égoïste, ouais, c'est vrai, ça. C'est ça, exactement. En fait, il diffère pas du tout des autres créatures du petit peuple. C'est pas une créature manichéenne, c'est pas une créature qui est noire, c'est pas une créature qui est blanche. C'est une créature qui est grise et si tu l'emmerdes, il va te péter la gueule. Et si t'es sympa avec lui, il te filera peut-être des pièces d'or ou pas, on verra. Ou alors au moins il t'offrira peut-être une bière. D'ailleurs, à propos de ça, d'où vient l'alcool ? Pourquoi est-ce que le nain y boirait forcément de l'alcool ? Eh bien, sachez qu'on retrouve ça dans la mythologie scandinave. En fait, les nains, ils auraient créé ce qui s'appelle l'hydromel poétique. Ouh. C'est une sorte d'alcool, de bière, d'hydromel, qui te donne des talents de poète. En fait, du coup, plus tu bois d'hydromel poétique, plus t'es bon en poésie. Il y en a certains qui devaient boire ça. Hein. C'est génial. Donc en fait, si les nains ils se bourrent la gueule, c'est tout simplement pour pouvoir devenir des poètes. Ouais. Peut-être avoir l'illusion d'être un poète, tout simplement. Trop bien. Voilà. On peut parler de la sexualité des nains aussi. Est-ce que vous avez envie ? Allez, tant qu'on y est. Vas-y, parle-nous de la sexualité des nains. La mythologie scandinave ne mentionne pas de nains féminins, ni de sexualité, ni de reproduction chez ce peuple. Ce qui les distingue bien des elfes et des dieux, où il y a effectivement hommes et féminins et masculins. Comment font-ils alors pour avoir des enfants ? Facile, il suffit de faire de nouveaux nains depuis la terre pour remplacer les plus vieux. Eh oui. En fait, il y a une vision vraiment d'un peuple de mâles. C'est des hommes, et en fait, pour faire un autre nain, t'as juste à le façonner dans de la glaise, tout simplement. Il y a un petit côté presque orc dans Tolkien, tout simplement. Ouais. C'est une vision d'ailleurs que Tolkien garde, parce que si je ne m'abuse, je crois pas qu'il y ait de nains femmes à la base chez Tolkien. Mais toutefois, selon Pierre Dubois, donc l'elficologue, c'est pas parce que les nains n'ont pas de naines qu'ils n'ont pas de sexualité. Parce qu'ils ont quand même un pénis, du coup. Ouais. Alors, pour Pierre Dubois, le nain, c'est un amant passionné, irascible et redoutable, et il s'intéresse énormément aux femmes humaines. C'est un thème qui revient très fréquemment avec les nains. Dans beaucoup de cultures, le nain représente pas mal la lubricité, et il peut se montrer très dangereux vis-à-vis de ça. Ça ne fait pas de lui la créature la plus sympathique de la Terre, parce que quand il se fait éconduire par quelqu'un, il cherchera toujours à se venger, en fait, simplement. Ah, yes. Donc voilà, donc le nain est pas hyper sympa à ce niveau-là.
tout cas Je dans suis un certains peu déçu parce que c'est folklore. toujours très hétéro-centré comme vision. Ouais, j'avoue, moi aussi, Ah je m'attendais à ce que tu me clairement. dises. Après, j'ai envie de dire, c'est des gens du Moyen Âge qui ont Qui- écrit tout oui. ça, hein, donc bon, Ouais. ils allaient pas en faire des homosexuels ou des pansexuels. Hein, Alors du coup, que reste-t-il du nain d'autrefois? Eh bien, grâce à Tolkien, il reste pas mal de choses en fait. Le nain, c'est toujours un habile mineur, un habile forgeron, un guerrier puissant, invincible. C'est une créature qui est ni bonne ni mauvaise. Il suffit de lire Le Seigneur des Anneaux pour se rendre compte que les nains, ils viennent pas aider les humains quand même. Hein, ils restent dans leur coin pour faire leur bataille dans leur coin. Il est très auto-centré, mais il aidera quand même s'il voit une bonne occasion. Le nain possède également des caractéristiques d'inventeur qu'il a gardé des mythes scandinaves. Et oui, souvenez-vous, chez les Scandinaves, les nains vont fabriquer des objets pour les dieux, pour d'autres personnes. Sauf que de nos jours, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans les mondes d'Heroic Fantasy, le nain crée toujours des objets, c'est toujours un forgeron, mais il crée de la technologie. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est presque devenu une constante en Heroic Fantasy, le nain est constamment en avance sur son temps. Il suffit de regarder Warcraft, Warhammer, déjà rien que ces deux-là. Le nain, il est capable de créer des armes à feu, allant du simple pistolet à la mitrailleuse en passant par des tanks. Le nain, c'est un peu la créature steampunk par excellence dans l'Heroic Fantasy actuelle. Je joue à Vermintide beaucoup en ce moment, ils ont sorti un nouveau nain qui s'appelle l'ingénieur et qui a clairement un Mauser C95 dans une main et une Gatling dans l'autre qui marche à la vapeur. Donc en fait, cet aspect-là d'inventeur est toujours présent, c'est juste qu'on a retiré la magie et qu'on a fait juste de la technologie en fait, hein, tout simplement. Mais en même temps, la magie, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas tout simplement de la science qu'on ne comprend pas encore? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ah oui, quoi qu'il arrive, le nain, il boit toujours de la bière, même encore à l'heure actuelle. C'était super intéressant, c'est Oui. c'est cool. Hein. Même, J'avais lu un truc sur les nains, alors je crois que c'était une anecdote, mais si ça se trouve, je vais me mélanger un petit peu. Je crois que c'était au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, il y avait en fait, on pensait qu'il y avait des nains qui étaient, je crois, à la frontière entre l'Allemagne et l'Italie, environ, au niveau des Alpes. Et les gens entendaient des bruits et du coup ils pensaient que c'était des nains. Et en fait c'était peut-être des mineurs venus du pays voisin qui minaient un peu en secret illégalement. Et du coup il y avait des rumeurs de nains qui se fondaient un petit peu dans cette zone-là. C'est marrant ça comme anecdote. Ouais, c'est clair. Ouais, comme quoi le nain il est vraiment toujours lié à la mine. Ça c'est une constante universelle. Et pour les non-femmes nains, c'est pas dans Tolkien qui dit que... Non, c'était dans le film, du coup, qui dit que... C'est dans le film, dans la version longue, il dit qu'il y a des femmes naines, t'en vois aussi dans le Hobbit. Ouais, qui sont barbues. Pour ça, il faudrait demander à la caution tolkienienne de cette émission, mais il y a un hors-série spécial Seigneur des Anneaux qui est en préparation depuis 2 mois et qui a pas bougé depuis 2 mois. Donc, je ne sais pas s'il sortira un jour, mais il faudrait que je demande à Raphaël ou à Benjamin si effectivement, parce que j'ai vu qu'apparemment Tolkien à la base il avait pas fait de femmes naines, donc je sais pas s'il a gardé ça et que c'est pour ça que le film dit qu'il y a des femmes naines ou si c'est juste une invention du film pour rajouter une blague sur Gimli. À un moment donné, c'est vrai que Gimli est souvent tourné un peu en dérision quand même dans les films, même s'il a ses moments de bravoure à lui. Notamment au Gouffre de Helm, c'est lui qui gagne le concours du meurtre d'or. On l'oublie souvent, mais... Ce détail. Et à propos de meurtre et de hache, c'est la transition la plus nulle de la Terre, mais tu dois nous parler d'armes blanches, je crois, il me semble. Ouais, même plus simple, tu vois, on va rester juste dans l'univers un peu de la forge, hein, du métal. Ah, de putain, mais oui, il y avait plus simple à faire, merde. Non, mais t'inquiète pas, on peut parler de meurtre aussi. Tu veux pas présenter cette émission à ma place? Bon alors du coup, donc aujourd'hui, on va se replonger un petit peu dans le monde de l'archéométrie. Donc rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait abordé la datation, et notamment la méthode du radiocarbone. Sauf que maintenant, en fait, il est temps de parler d'une autre facette de l'archéométrie, qui est la caractérisation des matériaux. Donc alors, qu'est-ce que c'est? La caractérisation, en gros, c'est l'analyse des matériaux afin de connaître leur composition chimique et leur structure. C'est-à-dire de quoi ils sont faits et comment ils sont agencés à l'intérieur. Donc c'est peut-être un petit peu vague pour l'instant, mais on va prendre un exemple très concret, un exemple que j'ai déjà utilisé lors de travaux universitaires pour illustrer ça, et comprendre comment on fait et à quoi ça sert. Un exemple que personnellement je trouve plutôt cool, et j'espère qu'il vous plaira, puisqu'on va parler de la caractérisation des sabres japonais. Donc véritable symbole du Japon et de son histoire, de sa culture, hein, le sabre, le fameux katana que tout le monde connaît,
Il est étroitement lié à l'essor de la classe des samouraïs. Les plus anciens de ces sabres, ils sont extrêmement précieux. Au Japon, ils sont considérés comme des trésors nationaux, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits comme objets présentant une grande valeur culturelle et patrimoniale. Chez nous, on a un petit peu l'équivalent avec les monuments historiques. D'accord. Mais ça va aller un petit peu plus loin, parce qu'au Japon, il y a des esprits tutélaires qui se logent un petit peu partout, dans les lieux naturels, artificiels, dans des objets, et même dans les sabres. Du coup, il est très compliqué en fait de soumettre un sabre à un examen minutieux qui va nécessiter des méthodes d'investigation invasives, c'est-à-dire en gros de prélever un échantillon. C'est même chose quasi impossible pour des sabres datant d'avant le XXe siècle, notamment les sabres qui sont conservés dans les musées. Et on a un autre petit souci, c'est que en dehors du Japon, les sabres ils sont assez peu étudiés. Mais alors, me diriez-vous, pourquoi chercher à étudier les sabres ? Eh bien, on va reprendre un peu le principe de l'archéométrie. Comme pour la datation, les méthodes de caractérisation, elles interviennent pour compléter des données historiques ou archéologiques liées à une problématique précise. Avant l'ère industrielle, les artisans, notamment les forgerons, ils utilisaient des méthodes empiriques, basées sur leur expérience et leur observation. Du coup, analyser un sabre, ça peut apporter des éléments factuels qui permettent de mieux comprendre les techniques de forge anciennes, mais aussi les différentes étapes de fabrication. Et ça, c'est très important. En anthropologie, on appelle ça la chaîne opératoire. C'est un processus qui a été théorisé par André Leroy-Gourhan, c'est-à-dire en fait les différentes étapes de la création d'un objet depuis le ramassage des matières premières. Du coup, les outils d'archéométrie peuvent aider à mieux comprendre les sabres japonais, et ça peut aller plus loin puisque la caractérisation des matériaux, elle permet également de trouver par exemple des marqueurs de provenance, c'est-à-dire des éléments chimiques qui se trouvent en quantité infime dans la matière, que l'on peut relier à des sites naturels d'extraction de matières premières. En fait, c'est quelque chose de très précieux pour apporter des connaissances générales sur les sociétés humaines, l'analyse des matériaux. D'accord. On va revenir un petit peu à nos sabres. Donc l'usage du sabre au Japon, il culmine au XVe et au XVIe siècle. Il va de pair avec l'histoire des samouraïs, et d'ailleurs c'est seulement depuis la fin du XIVe siècle que cette arme elle leur est associée. Avant c'était l'arc qui était l'arme de prédilection des samouraïs. On va pas trop s'étendre dessus, mais le XVe et XVIe siècle au Japon, ça correspond à une période un peu compliquée de bouleversements sociaux et économiques qui touche l'ensemble de l'archipel, et qui aboutit à une période de guerre civile qu'on appelle l'époque Sengoku. Des individus issus de familles non nobles parviennent alors à monter l'échelle sociale grâce au combat, et ça va constituer peu à peu une nouvelle classe de samouraïs. À l'époque d'Edo, qui commence en 1603, en fait ça a marqué le retour de la paix, et le sabre il va s'affiner, s'alléger, pour passer d'un instrument de guerre à un symbole de prestige. D'ailleurs à cette époque, son usage il va être puni de mort. Et après la période Edo, en 1876, il y a un arrêt impérial qui interdit carrément le port du sabre, qui se retrouve alors seulement dans l'attirail des officiers de l'armée impériale. Donc cette date, ça marque vraiment la fin de la période des samouraïs, si vous voulez. Mais le sabre, il possède déjà une très longue histoire, dont on va revenir dessus. Les premiers sabres, ils sont forgés depuis le 8e siècle de notre ère, grâce à une technologie de forge et de trempe de l'acier qui est importée de Chine, et qui est connue depuis le 5e siècle sur le continent asiatique. Ces premiers sabres, ils sont caractérisés par une lame droite à un seul tranchant qu'on appelle chokuto. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forgerons japonais, en fait, ils n'ont jamais disposé de minerais de fer, étant donné la nature volcanique du sol de l'archipel, et du coup, ils vont remédier à ça en utilisant la seule source de fer dont ils ont accès, c'est-à-dire du sable ferrugineux, donc riche en fer, de couleur sombre, qui est appelé en japonais satetsu, qui veut dire littéralement sable de fer. Et ça, en fait, ça va être à la base de la technique de forge jusqu'à l'ère industrielle. Les gisements de sable ferrugineux, ils peuvent être localisés dans les lits des rivières, au fond des lacs, sur les littoraux ou au niveau des dunes. Du coup, ils sont assez faciles d'accès et ils sont considérés comme les premières sources de fer à être utilisées dans la forge des sabres. Mais à cette époque, on est encore loin du katana. Son véritable ancêtre, c'est le tachi, qui est mis au point durant la période Heian, donc de la fin du 8e siècle jusqu'au 12e siècle. C'est là que le sabre va gagner sa courbure, qui est à la base adaptée au combat à cheval. À cette époque aussi, on a des nouveaux gisements de satetsu qui sont exploités, qui sont issus des collines et des montagnes. Donc peut-être qu'il y a des nains aussi, probablement. Le fer, les collines, les montagnes. Donc l'avantage, c'est que si on additionne ces gisements à ceux qu'on connaît déjà, on s'aperçoit qu'il existe des gisements de satetsu dans presque toutes les régions du Japon. Donc à partir de là, les techniques de forge, elles ne vont cesser de s'améliorer. La période Kamakura, qui va du 12e au 14e siècle, c'est considéré comme l'âge d'or de la forge des sabres. D'ailleurs, on a l'empereur Go-Toba, au début de cette période, qui a rassemblé à sa cour les forgerons les plus talentueux et qui lui-même est devenu forgeron.
C'est aussi pendant cette période que les tentatives d'invasion mongole en 1274 et en 1281 ont permis le développement du tanto, donc un sabre court avec une lame de moins de 30 cm, et du tachi, cette fois utilisé à 2 mains, avec des lames pouvant aller jusqu'à 1,60 m. Et tout ça, c'est beaucoup plus adapté au combat à pied. Au XIVe siècle, il y a une importante tradition de métallurgistes qui est déjà établie dans tout le Japon et qui va aboutir à la formation de 5 célèbres écoles de forge que l'on regroupe sous le terme de Gokaden, qui veut dire les 5 traditions. C'est-à-dire que chaque école va avoir sa propre manière de forger ses sabres. L'art de la forge il se développe et du coup dans tout le pays, et des familles de forgerons réputés commencent à apparaître. À la vue de la qualité des lames développées à cette époque, les sabres japonais y deviennent un produit d'exportation qui va rencontrer un succès retentissant, notamment sur le continent asiatique, et ça va être très très rentable pour les artisans japonais. À la période suivante, donc la période Muromachi, qui va de 1392 à 1573, on est en pleine époque du Sengoku Jidai, donc la guerre civile dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. La production des sabres, elle va augmenter, mais leur qualité va diminuer. Cette époque, elle est un peu considérée comme l'âge sombre des sabres japonais. Il y a également des armes qui sont importées de Chine. Cette ère, elle marque néanmoins le développement des uchigatana, qui sont des lames d'environ 60 cm recourbées et utilisables à une main. Donc on s'approche un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Pendant la période de Momoyama, de 1573 à 1603, on est dans un renouveau un peu de la symbolique du sabre. Le uchigatana, voilà, cette fois, il est décliné en katana. C'est à cette époque qu'apparaît la fameuse arme que tout le monde connaît. Donc un katana, c'est une lame qui va de 60 cm à 1 mètre. Mais on a aussi l'apparition du wakizashi, ou shoto, c'est-à-dire une lame un peu plus courte qui mesure entre 30 et 60 cm. Le sabre, il est désormais un symbole de pouvoir et de statut social qui est fortement lié à l'émergence de nouveaux samouraïs. Le port du sabre long et du sabre court se développe, ainsi que les écoles d'escrime qui sont présentes dans tout le pays. Le tachi, à cette époque, vous vous rappelez, c'est déjà un sabre qui est utilisé depuis longtemps, et bien il est encore utilisé. Il est traditionnellement porté suspendu, la lame vers le bas, dans un fourreau décoré, mais du coup il est davantage réservé à l'apparat. Tandis que le katana, lui, il va être glissé à la ceinture, la lame vers le haut, dans un fourreau souvent en bois laqué. Les guerres civiles, elles ont stimulé la production au Japon et permis une véritable fabrication en série, concentrée dans les régions des actuelles villes de Hiroshima et Okayama. Les raids des pirates japonais, les wako, ils ont également contribué à faire connaître la qualité de ces armes dans des régions qui sont proches du Japon. C'est l'avantage quand on est sur une île, c'est qu'on a beaucoup de pirates et que si on produit des très bons sabres, ils vont les faire connaître un petit peu partout autour. Les katanas de la période Muromachi, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIe siècle, ils sont appelés Shinto. C'est un homonyme de la religion Shinto, sauf que là ça veut pas dire du tout la même chose. Shinto, dans ce cadre-là, ça veut dire nouveau sabre. De plus, à cette époque, autour des années 1550, l'origine de la matière première va se diversifier grâce au Namban-tetsu, un acier d'origine portugaise. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse des lingots de Namban-tetsu a révélé que l'acier serait probablement extrait depuis les mines de Goa en Inde. Donc Goa qui était une colonie portugaise à l'époque. Mais par tradition, le minerai d'origine locale, issu de sable, il n'est pas abandonné. Ce minerai il possède une forte teneur en titane et une faible proportion en silicium. Il présente également des faibles concentrations de phosphore et de soufre, ce qui permet d'obtenir un métal plus résistant, qui ne se rouille pas et qui se brise plus difficilement. Et en plus, il a l'avantage de comporter très peu d'impuretés. Donc c'est aussi à la fin du XVIe siècle que l'apparition des armes à feu convainc de nombreux forgerons à abandonner la fabrication des sabres, qui est un processus très long et très délicat, au profit de la fabrication d'arquebuses. D'ailleurs, fait un petit peu insolite à cette époque, il était produit plus d'arquebuses au Japon que dans toute l'Europe. À l'époque d'Edo, donc de 1603 à 1868, c'est l'époque où le Japon se réunit, c'est une période de paix, et même si les grands forgerons sont considérés comme des artisans exceptionnels, le sabre il va devenir plus un marqueur social qu'une arme de guerre. Seuls les samouraïs de haut rang pouvaient porter les deux sabres, le sabre long et le sabre court. En japonais ça se dit daisho, qui est une contraction de daito qui veut dire sabre long et de shoto qui veut dire sabre court. Et cette expression, elle apparaît à cette époque, donc à l'époque d'Edo. Le peuple, les marchands, les artisans, ils sont autorisés à porter uniquement le sabre court. Après 1876, donc après l'arrêt qui interdit le port du sabre, il faudra attendre 1912 pour que la production de sabres en masse reprenne, et ce jusqu'en 1945. Mais les techniques de forge industrielle changent des techniques traditionnelles développées précédemment, et même si ces lames sont de très bonne qualité, elles restent différentes dans leur composition par rapport aux lames anciennes. Cependant, il y a une forge quand même traditionnelle qui a été reconstruite
en 1969 pour produire de l'acier pour les artisans qui perpétuent les méthodes traditionnelles. Donc petit aparté, il y a de nombreux ouvrages qui traitent de l'art du sabre, le Kenjutsu. On va pas en parler trop aujourd'hui. Le plus célèbre de ces ouvrages, c'est le traité des 5 roues, écrit par le célèbre samouraï Miyamoto Musashi. Oui, et d'ailleurs, une très bonne chronique voilà, c'est ça. qui a été faite par Raphaël. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la saison 1 de Tout et de Rien. Yes. Parfait. Ce qui est intéressant dans ce traité, c'est que il insiste déjà sur la mentalité du guerrier plus que sur la tactique au sens strict, et l'entraînement des samouraïs est d'ailleurs comparé à la fabrication d'une lame, où le guerrier en fait il se forge et il se polit à l'entraînement. La qualité de la lame, elle est tout aussi primordiale que celle de l'escrimeur, et en fait il va y avoir une véritable mystique religieuse qui accompagne la fabrication et l'usage du sabre, donc qui va aller avec des purifications, des cérémonies shinto, et tout ça en fait ça peut transformer un simple sabre en une véritable divinité. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement précieux. Les sabres japonais, ils sont entourés de règles, de mythes, depuis leur fabrication, qui s'assimilent à un rituel religieux jusqu'à leur manipulation. Et même la manipulation, elle va être entièrement codifiée. Il y a un vrai respect en fait qui entoure ces armes. Chaque étape, que ce soit pour sortir la lame du fourreau, l'observer ou la nettoyer, est codifiée. D'ailleurs, la réalisation d'un sabre est aussi très spirituelle. Avant de travailler, le forgeron, il doit se purifier. Il prie, il fait des offrandes aux divinités, et durant la fabrication, en fait, toute sa vie va être régie par un emploi du temps et des règles strictes. Alors ça, c'était un peu pour introduire le monde médiéval japonais, le sabre en tant qu'objet. Mais si on se concentre sur un sabre, quand on regarde du coup un katana, on peut voir qu'il y a 3 caractéristiques qui sont déjà visibles à l'œil nu. On voit tout d'abord la courbure, mais on a aussi 2 choses qui sont le hamon et la texture, qui vont refléter le procédé de fabrication. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir directement quand on a affaire à une lame de sabre. Le hamon, c'est la partie tranchante, qui montre plusieurs sortes de motifs en forme de vague sur la surface de la lame. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, pas trop. Bof, je t'avoue, pas trop. Si vous tapez lame katana, ou alors katana, en fait, vous verrez que le bord, il n'est pas uniforme. Il y a toujours des sortes de motifs un petit peu dessus. Oui, effectivement. Ouais. Et ça, voilà, en japonais, on appelle ça le hamon. Ah, Et on a aussi la texture qui va être assez intéressante, la texture de la lame. En fait, si on regarde un peu plus en détail, on voit que c'est pas non plus uniforme. C'est sous forme de petits traits qui sont extrêmement fins. D'accord. Donc la lame des sabres japonais, elle arrive à combiner 2 propriétés, grâce justement à l'acier dans lequel elle est forgée, mais aussi à la maîtrise du forgeron. Ces 2 propriétés, c'est la dureté, en maintenant un bord tranchant sans qu'il se casse, et la résistance qui offre une lame solide qui résiste au coup, tout en conservant un acier qui est malléable pour l'artisan. Pour ça, en fait, la lame, elle est composée de plusieurs parties, notamment un cœur en acier doux entouré d'un acier plus dur. Les premières études sur les sabres, elles datent des années 1950. Ces recherches elles concernaient des analyses chimiques de la matière première et les techniques de fabrication. Et d'ailleurs, il existe toujours une littérature scientifique à ce sujet, qui est passionnante. Bon, pour la plupart du temps, c'est en japonais, donc je pourrais pas le lire du tout, mais il y a des textes qui sont Enfin, il y a beaucoup de chercheurs américains, notamment, qui travaillent dessus. Et du coup, même de nos jours, il y a des progrès qui sont faits dans cette recherche. Ceci étant dit, je vous propose un petit... je vous propose qu'on forge nous-mêmes notre propre katana virtuel. Cool. Ça vous va ? Oui. Bah grave. Vous êtes chaud ? Oui, Ouais. carrément. Donc faites appel aux esprits des nains de la chronique précédente. Je vais essayer de vous guider un peu, je vais prendre le rôle un peu du maître forgeron, et vous allez être un peu les assistants. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une première question pour vous. Qu'est-ce que l'acier ? Parce qu'on parle d'acier depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un alliage De fer et de... et merde, et de zinc. Non, le zinc c'est un alliage aussi en plus, je crois. Je sais plus quel autre métaux qu'il faut pour faire de l'acier. Moi, j'en ai Tiffany. aucune. Alors là, franchement, j'avais jamais entendu parler de ce que c'était l'acier. Je viens de me rendre compte du coup que j'avais jamais entendu parler de ce que c'était l'acier. Donc je suis ravie d'en savoir plus. C'est fort, je le sais en plus. Ah ben on m'a donné des super assistants. Excusez-nous sensei, on sort tout juste de l'école d'apprentissage. Gomenasai, ouais. S'il te plaît. Alors l'acier, c'est du fer qui contient du carbone.
En fait, d'une manière c'est- générale, plus le taux de carbone est élevé et plus l'acier est résistant. Mais du coup, moins il sera souple. Ouais, D'accord. logique. Parce qu'un katana, c'est un Donc- peu souple, non, quand même? Tu peux le faire Oui. Ouais. Exactement. C'est exactement. Faut trouver Euh. le point culminant entre rudesse et simplicité. Alors, vous verrez, hein, on va forger notre katana, j'espère qu'il sera réussi. Déjà, ça commence un petit Les peu pires mal. élèves du monde. Qui brûlent un peu les étapes, ils comprennent rien, mais... Alors, du coup, je vais vous donner quand même la première étape pour acquérir notre acier, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas encore à la forge en elle-même. Donc on a vu que la matière première, elle provient de sable riche en fer. Une fois ce sable extrait, on va le laver plusieurs fois pour enlever tous les résidus indésirables, comme la terre par exemple. Et attention parce qu'il va falloir utiliser d'énormes quantités de sable. En fait, la fonte d'un bloc d'acier, ça nécessite de verser dans un four près de 8 tonnes de sable et autour de 13 tonnes de charbon de bois. Wow, ok, d'accord. Donc c'est beaucoup, et c'est pour ça que c'est assez délicat à construire un sabre et ça demande beaucoup de main d'œuvre et de patience. Mais pour ça, on a la chance d'avoir un four qui est spécifique, adapté à ça, qui s'appelle le four Tatara, qui est une technique de forge qui a été inventée justement au Japon. Donc il faudra dans un premier temps s'armer de patience parce que pour réduire le minerai de fer, on va avoir besoin d'un temps de cuisson qui est très long. Et dans très long, en fait, je veux dire, c'est entre 65 et 70 heures, à des températures comprises entre 1200 et 1500 degrés. Et dès la cuisson, en fait, le charbon, il va nous servir à deux choses. Alors, d'après vous, lesquelles ? Le charbon, il va nous servir à deux choses. C'est ça. À conserver la chaleur, déjà, j'imagine. Ouais. Voilà, tout à fait, oui, comme source d'énergie. Source d'énergie. Et je Pour vois pas pas donner à une quoi teinte. d'autre il pourrait Non, c'est servir. pas possible. Je sais pas. À faire des dessins à côté pour pas qu'on Ouais, s'ennuie. c'est ça. Alors oui, parce que c'est vrai qu'en 3-4 jours, on risque de s'ennuyer. Mais Non, rappelez-vous franchement, qu'il y a je sais des pas, cérémonies je sais. religieuses. Des masques, Euh, masques pour le visage. alors le charbon, c'est... Comment ? Non, rien, je disais une connerie. Vas-y. Damasque. Eh, Alors le charbon, il est constitué de quoi ? bah, de carbone. Oh putain, bah oui, pour faire le. Oh, je suis con. Exactement. Exactement, je suis content. apprenti Marc. Dans ta connerie, tu as trouvé la réponse. Donc voilà, le charbon, il va nous servir de source d'énergie et également de source de carbone. Alors du coup, une fois que notre minerai il a fondu, le bloc d'acier que l'on sort, il va posséder une teneur en carbone qui est globalement très élevée, autour de 4% à peu près. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bloc d'acier, d'après vous ? Bah, on va le. On va le purifier en lui explosant un petit peu la gueule pour virer les aspérités et les scories, non, c'est ça ? Déjà ? Presque. Une idée, Tiffany ? Bah en fait, non. Non, franchement, je sais pas. Alors là, on a fait chaud un dans cette gros forge, bloc hein. d'acier. Fait chaud. Non, Donc, vraiment, notre bloc d'acier, en effet, on va un peu le défoncer. On va surtout pas l'utiliser tel quel, parce que sinon, en fait, on pourra pas forger une lame de bonne qualité. Parce qu'une lame faite d'un seul acier très dur, le problème c'est qu'elle risquerait de se briser si on l'utilise. En fait, on va se servir de la moitié ou du tiers de notre production qui présente des teneurs en carbone qui sont acceptables, c'est-à-dire entre 0,3 et 1,5%. Ça en japonais, on appelle ça le tamaagane. Et en fait, on va le sortir sous forme de fragments de la taille d'un point. Donc, c'est là où on va prendre notre marteau et séparer un peu les morceaux. On va les aplatir ensuite en feuillets très fins. Ouais. Et certains peuvent posséder une forte teneur en carbone, ils sont alors plus friables, et d'autres qui vont avoir une teneur en carbone plus faible, ils sont alors plus malléables. En fait, on va les séparer en deux groupes. Et là, on va utiliser une spécificité de notre technique de forge qui va donner sa texture si particulière à notre lame. Alors, d'après La vous... larme de notre douleur. Oui, à vos larmes. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire avec ces feuillets ? Bah, j'imagine que du coup là on les a séparés, donc je suppose C'est qu'il y en a une partie qui va nous servir pour une partie du katana et l'autre qui va nous servir pour une autre partie, je suppose. Je dirais que la partie la plus souple on s'en sert pour le tranchant et le plus dur pour le reste, je sais pas. Alors c'est l'inverse. Si on C'est fait l'inverse, ça, merde. ça veut dire que tu auras un tranchant qui va être mou et Oui, bah oui, c'est logique. Ouais. et D'accord. un cœur qui va être dur, donc plus cassant. J'ai la logique, mais pas dans le bon ordre à chaque fois. Mais il y a de l'idée. Mais on va améliorer un petit peu tout ça.
En fait, on va reforger le tout en l'étirant, en pliant nos plaques de métal. Et en fait, on va replier nos plaques de métal plusieurs fois sur elles-mêmes. En fait, une même plaque, elle peut être repliée jusqu'à 15 à 20 fois. Ah oui, d'accord. Et le résultat, c'est un Kunyaman de métal, quoi. C'est exactement ça, une sorte de millefeuille de métal. Et le résultat, en fait, ça va donner plusieurs milliers de couches d'acier assemblées entre elles. Chacune, c'est de l'ordre du micromètre. En fait, cette étape de la forge, elle est visible sur la surface de la lame sous forme de traits, et les traits qui sont très très fins, que l'on voit un petit peu quand on zoome sur une lame de katana. D'accord. Et son motif, en fait, il va dépendre de la manière dont on a plié les plaques, et du nombre de fois, et de nos techniques aussi de martelage. En fait, en effet, si la base de la technique de forge c'est la même, il peut exister des variables différentes en fonction des forgerons, c'est-à-dire dans le nombre de pliages, ou la variation de la température de chauffe. En fait, c'est ça qui va caractériser les différentes écoles de forge, et c'est ce qui permet de différencier les ateliers d'où proviennent les lames. Donc d'une manière générale, tous ces facteurs ils vont avoir une influence sur la qualité finale de notre lame. On a le noyau de notre lame qui est composé d'un acier plus souple, comme j'ai dit, faible en carbone, qui est enveloppé dans une gaine d'acier très dure, qui est elle riche en carbone, ce qui permet d'allier élasticité, résistance et dureté dans le produit final. Les deux parties elles sont réalisées de la même manière, donc avec nos couches d'acier repliées. Du coup, qu'est-ce qui va nous rester à faire dans tout ça ? Là, du coup, on a la forme. Enfin, je veux dire, ça ressemble à quelque chose ou pas forcément rien. Justement, il va falloir mettre en forme. Ouais, yes. Faut réchauffer le tout pour lui donner une forme, en fait. Ouais, voilà. Eh ben, c'est une excellente réponse. C'est tout à fait ça. Là, il suffit de réchauffer. Là, c'est la partie qu'on voit dans les films, là, à ce moment où voilà. En train de... Ouais, d'accord. Pour mettre en forme notre lame pour qu'elle ait son aspect final. Mais c'est pas fini, parce que là, du coup, on a la forme générale, et c'est encore un petit peu chaud. Du coup, quelle va être la dernière étape, et également la plus importante ? Faut refroidir en trempant dans de l'eau ? C'est ça, c'est la trempe. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est bien, vous vous rattrapez très bien sur la fin, on va avoir un katana virtuel qui ressemble peut-être à quelque chose. Ben la fin, ça ressemble plus ou moins à des trucs qu'on peut faire... Chez nous, quoi, j'ai envie de dire. C'est moins traditionnel japonais, quoi. Oui, Bon, alors après, heureusement que c'est toi qui as parlé, Marc, parce que moi j'allais dire faut mettre le manche. Alors tu sais, moi il serait vraiment pas allé loin, mon katana. Heureusement que c'était pas une commande, hein, on aurait du mal. Donc la trempe, elle se prépare pas à la légère. En fait, on va utiliser un mélange d'argile, de cendre, de charbon pour recouvrir la lame. Le tranchant, on peut le laisser libre ou on peut le recouvrir plus finement pendant cette étape. On va laisser en fait l'enduit pendant 1 semaine pour qu'il sèche. Ensuite, c'est là en fait qu'on va tremper la lame en la plongeant brutalement dans de l'eau après une dernière chauffe uniforme à environ 800-850 degrés. Et ça en fait, ça va modifier la structure de la lame et achever de la durcir et aussi d'accentuer la courbure finale. Donc le tranchant qui est peu ou pas protégé, il va refroidir plus rapidement que le reste de la lame. La structure de l'acier va se modifier et le hamon va apparaître. Vous vous rappelez les motifs en forme de vague ? Oui. Du coup, figé par la trempe, il y a de la martensite, qui est une microstructure de grande dureté qui va se former au niveau du tranchant. La partie supérieure et le dos de la lame refroidissent plus lentement, ce qui permet la formation d'une structure différente de perlite et de ferrite. Donc en fait, c'est des composés, des microstructures de l'acier qui vont se figer et donner leur apparence finale au katana. C'est grâce à cette différente dureté entre les deux parties de la lame que celle-ci va gagner en résistance, et parmi sa qualité, on est même capable de trancher du métal avec un katana sans qu'il se brise. Ouais. C'est stylé. C'est plutôt cool. Hein. Du coup, une fois la trempe réalisée, il nous reste encore à ajuster la courbure, puis un travail de polissage commence, et le forgeron va signer et dater son œuvre. D'autres opérations plus complexes de polissage sont confiées à un artisan qui est spécialisé là-dedans, et qui va passer plusieurs jours, voire semaines, à affiner le tranchant. Donc la complexité et la minutie de ces opérations, elles ne permettent pas à un artisan de produire plus d'une dizaine de lames de grande qualité par an. On a vu, ça prend énormément de temps. Le processus de fabrication d'une bonne lame, il peut donc prendre jusqu'à une année entière. Il existait des forgerons qui étaient spécialisés dans les lames de moindre qualité, qui permettaient de fournir une production de masse. On a vu qu'à certaines périodes, on avait besoin de produire en masse des sabres.
L'étude des sabres japonais, d'un point de vue de la métallurgie, elle se concentre sur la structure de la matière et sur la combinaison maîtrisée des différentes phases de l'acier. La caractérisation des différents aciers présents dans la lame permet de connaître la manière dont ils ont été formés et de savoir comment ils sont arrangés entre eux dans l'objet fini. Du coup, nous on a forgé notre lame avec 2 aciers, mais il est possible de combiner jusqu'à 4 types d'aciers de différentes duretés. La principale méthode pour analyser tout ça, en fait, pour voir un peu comment c'est fait, un katana, ça consiste à faire des sections dans la lame. Donc on la découpe en tranches parallèles afin d'étudier sa structure interne. Ce type de préparation, il a l'avantage de présenter des résultats qui sont satisfaisants, mais à l'inconvénient d'être destructif pour l'objet, forcément. Et ce processus, il peut pas être appliqué au sabre ancien. De plus, la structure interne, elle va être propre à chaque lame. On a vu que c'était assez compliqué à faire, ça reste des méthodes qui sont artisanales, et du coup c'est difficile de tirer des généralités si on ne découpe pas tous les katanas du Japon. Du coup on va essayer de trouver d'autres méthodes pour analyser tout ça. Comme on l'a vu, la lame elle est constituée de 3 types de composés dus à sa fabrication, la ferrite, la perlite et la martensite, qui sont tous issus de la fusion du minerai originel en fonction de la température de chauffe et de la trempe. Si ça vous intéresse, ce point particulier, je vous conseille de chercher le diagramme de phase de l'acier pour voir à quel moment ces microstructures elles apparaissent. On va pas développer ça parce que c'est un petit peu compliqué. J'entends que Marc est en train de chercher. Oui. Si, je vois, ça c'est... C'est grave de phase. Oh putain, la vache, ça a l'air compliqué, Ah ouais. effectivement. Ouais, ça. Yes. Non, moi je vais C'est pour ça- m'occuper ça- du ça- manche plutôt, c'est bien. J'en parlerai pas, rassurez-vous. On va pas développer ce point-là. Ok, d'accord, très bien. Alors, depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'archéométrie, hein, sans que j'aime forcément mentionner le mot. Et en fait, Ouais. on parle surtout de techniques de caractérisation des matériaux. On parle de caractérisation des matériaux, mais pas forcément des outils. Les outils qu'on utilise pour voir à l'intérieur d'un objet, notamment en métal, comme une lame de katana, on peut utiliser par exemple la microscopie électronique à balayage de diffraction des électrons rétrodiffusés pour voir par exemple certaines parties de la lame en faisant une cartographie des éléments présents. Et on peut sonder le matériau pour avoir des données qualitatives, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'on a dedans, et quantitatives, c'est-à-dire combien on a de ces éléments. Cependant, le problème avec le microscope électronique à balayage, c'est que la limite de pénétration due à son faisceau d'électrons, elle n'est pas assez puissante pour rentrer totalement dans la matière. Du coup, on peut avoir juste une analyse de surface. Pour pallier à ça, on a une sorte de microscope électronique à balayage un peu plus puissant qui s'appelle la microsonde de Castin. Et ça, c'est encore plus efficace pour aller au fond de la matière. En fait, on va analyser non pas des électrons rétrodiffusés, mais des photons qui sont émis par l'échantillon, après avoir excité des électrons qui sont proches du noyau de chaque atome. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une capacité de pénétration accrue. Grâce à ça, on peut voir par exemple que les faibles teneurs en éléments mineurs et traces garantissent une structure atomique homogène dans la lame. L'élément principal, c'est évidemment le fer, qui est présent à plus de 99% pour le cœur de la lame, et plus de 98% pour le tranchant, soit des teneurs en carbone comprises entre 0,3% pour le cœur et jusqu'à 1,5% pour notre tranchant de notre lame. Et la présence de certains éléments traces peut permettre de rattacher la lame à une période. Par exemple, si on a du soufre, c'est que l'acier est plus récent. Des traces de soufre se retrouvent dans les sabres fabriqués à la fin de la période Edo et au 19e siècle. Le procédé Tatala peut quant à lui être mis en évidence par la présence d'inclusions non métalliques, c'est-à-dire des oxydes de silicium, de titane ou d'aluminium qui sont déjà présents dans les sables ferrugineux, le satetsu. La microstructure de la lame, qu'on observe par microscopie optique ou par microscopie électronique à balayage, donc par exemple la martensite qu'on a évoquée tout à l'heure, en fait on la reconnaît parce qu'elle présente une morphologie qui est particulière avec des petits cristaux en forme d'aiguille, et du coup, je le rappelle, la microstructure c'est le reflet des opérations de forge et de pliage pendant la préparation du matériau, et elle se fige lors de la trempe. Donc, si on reprend notre diagramme de phase, on voit qu'on monte à une certaine température, on redescend, la trempe arrive, et du coup, on a cette microstructure qui est figée. Je sais pas si c'est un petit peu plus clair pour vous qui avez vu le diagramme. Non, si, ça passe, c'est plus clair que le diagramme.
Donc, on l'a vu, une analyse de la structure interne, ça nécessite de prélever un échantillon afin de pouvoir recueillir des informations. Ce qui est le plus souvent impossible, hein, surtout sur des katanas de grande valeur culturelle et patrimoniale. Dans ce cas, on va avoir des alternatives qui se développent depuis une dizaine d'années, comme par exemple le faisceau de neutrons pulsés, qui, grâce à des capacités de pénétration suffisamment importantes, peut être utilisé pour des objets composés d'éléments lourds, comme le fer. Il s'agit d'une méthode de diffraction qui a été appliquée pour la caractérisation de fragments de sabre, mais aussi pour des sabres entiers. Et du coup, ça permet d'obtenir des informations sur la position des atomes au sein de la structure cristallographique, c'est-à-dire en fait l'arrangement des atomes entre eux, et ça permet de mieux comprendre encore le procédé de forge et les lames des sabres. Donc du coup, on a tout un pan qui s'ouvre à nous, d'analyse non destructive, et qui pourrait nous permettre d'apporter encore plus d'informations sur l'étude des katanas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va repartir avec notre beau katana virtuel. Oh. Et j'espère que J'ai envie de l'avoir en vrai maintenant du coup. Ouais, je sais pas moi. Vous avez réussi les 2 dernières étapes, c'est grâce à vous. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était super, merci beaucoup. Franchement, c'était cool, ouais. Merci beaucoup. Moi, ce que je trouve hyper stylé, c'est que je savais pas qu'il n'y avait pas de mine de fer au Japon. Et je trouve ça hyper classe qu'ils fassent leur fer à partir de sable. Ouais, c'est super intéressant. Je trouve ça ouf qu'ils aient eu l'idée de se dire on va prendre du sable pour faire du fer, quoi. Alors que c'est du sable, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée, forcément. Mais ouais, je trouve ça vraiment cool. Merci du coup pour l'information. Bah, si tu vois qu'en fait c'est un objet genre qui prend énormément de temps à fabriquer, qui est extrêmement précieux, et même pour ramasser 8 tonnes de sable et pour forger un katana, il faut quand même avoir l'idée de le faire. Enfin, c'est assez remarquable. Hein. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que le katana est un objet si important pour les Japonais en fait, parce que je veux dire, quand tu vois tout ce qu'il faut faire pour en avoir un. C'est clair. Je me dis d'accord, ok, oui, je comprends mieux. Parce que chez nous, on a juste à aller récupérer du fer dans une mine et c'est bon, quoi. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'étapes aussi, mais on n'a pas à ramasser 8 tonnes de sable, quoi. C'est clair. C'est sûr. Tu dois le mériter, ton katana, quoi. Ouais, c'est ça doit coûter très très cher. ça devait coûter très cher. Bon, après, c'est vrai qu'avec les techniques de sidérurgie moderne au 19e, ça a changé. Ça a changé. Mais quand même, ouais. Ouais, il y a toujours il y en a encore de nos jours qui font des katanas en mode tradi, vraiment à l'ancienne avec le sable et tout. Tout à fait, ouais. Ben, comme je l'avais dit, en 69, il y a une forge Tatala qui a été reconstruite. Alors, je sais plus où. Et du coup, ils ont fait des tests. Et du coup, ouais, ils sont. Alors, c'est même plus au-delà de l'archéologie expérimentale. C'est vraiment en fait des artisans qui refont des katanas et qui les vendent. En fait, c'est leur métier. C'est vraiment des forgerons un peu sur les méthodes anciennes. J'imagine même pas le budget qu'il te faut pour te payer quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Je pense qu'il te faut beaucoup d'argent. Ouais. Ça, c'est hyper cool. Franchement, c'est merci du coup pour ta chronique. Merci de nous avoir fait participer dans la forge de ce katana virtuel. Ça m'a donné envie de faire de la forge maintenant, du coup. Ah ouais, c'est tentant. Moi, je vais pas m'y essayer. Hein. Je pense que c'est mieux si je le fais pas. Ouais. Tiffany, oui, il va falloir encore travailler un peu. T'es pas prête à sortir de l'académie tout de suite. Merci à vous deux du coup pour vos interventions mutuelles, c'était très très chouette. Merci également à vous chers auditeurs qui nous écoutez où que vous soyez. Maintenant, la prochaine fois que vous verrez du sable gris, vous pourrez essayer de forger un petit couteau peut-être, qui sait. Peut-être que ça marchera, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous entendre ce soir. Et puis je vous dis à très bientôt du coup. C'était chouette. Merci beaucoup à toi. À plus. À plus. Et ça peut aller jusqu'à... Je me suis perdu. Et ça peut aller plus loin. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'agrandisse le texte parce que je ne vois rien du tout avec un nouveau bureau. Je suis beaucoup plus loin. Du coup, je reprends. Donc, les premières études... Je me perds. Je vais boire un petit peu. T'inquiète. Le processus de fabrication d'une bonne line...